Le Covid-19 ici est bien un prétexte à une crise du capital qui ne cesse de s'intensifier. Marx FM. Bonjour à tous, merci de nous écouter une nouvelle fois par l'intermédiaire de ce nouveau podcast. Alors, je souhaite, avant que nous poursuivions, dédicacer ce podcast au collègue d'histoire-géographie Samuel Paty qui a été assassiné le 16 octobre 2020 lors d'un acte terroriste à son encontre. Voilà, ça me semble important, nous allons en reparler, mais je tenais à ce que nous lui rendions hommage par cet intermédiaire. Avant de vous laisser écouter la suite de cet extrait de l'épisode 3 de Marx FM, plusieurs d'entre vous nous ont demandé s'il fallait être obligatoirement adhérent de l'IHT pour souscrire aux cours et formations, ou encore certains pensaient qu'en y souscrivant, ils seraient automatiquement enregistrés comme adhérents. Alors pour vous répondre, non, évidemment, il n'est pas obligatoire d'être membre. Acheter un pack Faucon, Chouette ou Marx FM ne vous engage pas à l'Institut Homme Total, ni ne vous contraint à quelque obligation que ce soit. Vous êtes donc libre de visionner vos vidéos achetées et ainsi de rester totalement anonyme. Maintenant que cela est dit, nous vous rappelons que les personnes qui adhèrent à l'IHT, ou sont déjà adhérentes, bénéficient automatiquement de moins 10% sur tous les packs complets de nos cours philosophiques et nos formations politiques. Donc être adhérent à l'IHT permet d'avoir cette réduction, et grâce à votre adhésion, vous soutenez le développement de l'association. Mais je le rappelle, ce n'est pas obligatoire pour acheter les vidéos. Si vous souhaitez acheter nos formations, pour les plus modestes d'entre vous, nous avons mis en place un prélèvement mensuel, ce qui vous permet d'être automatiquement prélevé par petites sommes, une fois par mois. Je vous invite donc à aller faire un tour sur la page Institut de notre site web pour découvrir nos cours et formations. Au sommaire, la revue de presse avec 3 sujets d'actualité. Le forfait patient urgence mis en rapport avec la crise du Covid-19, l'assassinat terroriste de Samuel Paty et la critique de l'école alternative en rapport avec la fermeture des écoles privées pour lutter contre le séparatisme islamiste. Ensuite, nous poursuivrons l'émission avec le concept de philo sur le totalitarisme. Et Loïc Chéniaud nous expliquera en quoi c'est un concept dont la fonction idéologique vise à détruire le marxisme et le communisme. Enfin, nous terminerons avec la présentation du livre de Michael Parenti, Le mythe des jumeaux totalitaires. Démarrons la revue de presse avec le forfait patient urgence qui a été voté le 23 octobre 2020 et qui vise à rendre les consultations aux urgences payantes à hauteur de 18 €. C'est un nouveau coup bas et une attaque en règle contre les prestations de santé et la sécurité sociale. Loïc, je te laisse nous en dire davantage. Oui, alors tout à fait, revenons rapidement sur cet enjeu qui va nous permettre aussi de reparler du Covid-19, de la Covid-19 comme on voudra. Effectivement, dans la nuit du 23 octobre dernier, les députés ont voté un forfait payant de 18 € pour payer son passage sans hospitalisation aux urgences. Ce projet se veut être celui qui va remplacer le dit ticket modérateur aux urgences qui laissait à la charge du patient 20% du coût des soins. Alors d'après le gouvernement, tout l'intérêt de cette mesure n'est pas une mesure financière ou une astuce pour détourner de l'argent, etc. Mais il s'agirait ici d'un moyen pour désengorger les urgences. Parce que nous pouvons largement ironiser là-dessus. Nous savons bien, évidemment, que chacun d'entre nous se rend aux urgences pour son bon plaisir et parce qu'il n'a que ça à faire. D'accord ? Donc, effectivement, d'emblée, là, on voit que c'est une mesure de surface qui, encore une fois, vient camoufler les trop grandes aspérités qui sont marquées par une politique néolibérale et capitaliste qui vise à mettre à mal l'hôpital public. Donc, on parle de désengorger les urgences, alors même que cela fait plusieurs années que les services hospitaliers, et notamment les services d'urgence, sont en grève et réclament davantage de moyens, davantage d'ouverture de postes, etc. parce qu'il manque énormément de fonctionnaires dans le milieu hospitalier pour pouvoir subvenir correctement aux besoins de santé. Donc, d'un côté, on casse
littéralement, là aussi, comme le reste de la fonction publique, on casse complètement le milieu hospitalier et le phénomène Covid-19 nous montre bien à quel point cela a été complètement détruit. Et de l'autre côté, on décide désormais que les urgences seraient payantes. Là, on assiste donc à un très gros retour en arrière. Et surtout, on ne le répétera jamais assez, ce à quoi nous assistons une énième fois ici, c'est bien à l'objectif politique conduit par le capital et son bras armé qui est le MEDEF et le gouvernement, et tel que le rappelait très bien Denis Kessler, encore une fois, il s'agit de la déconstruction méthodique des acquis du CNR. Et là, en l'occurrence, de mettre une fois de plus à mal complètement la sécurité sociale et ce qu'il en reste, d'accord, puisque elle a déjà été très largement mise à mal par rapport au régime général de sécurité sociale qui avait été mis en place en 1946. Donc là, on voit bien qu'il y a une véritable lutte des classes qu'on peut constater empiriquement, qui a lieu. Et cette lutte des classes, elle est menée vis-à-vis de quoi ? Contre ce déjà-là communiste, dont ceux qui parfois nous attaquent dans nos propres rangs viennent dire que c'est de la réformette, etc. Non, on voit bien sur quoi attaque le capital sans cesse, et c'est bien sur ce déjà-là communiste. Un déjà-là communiste qu'il nous faut comprendre, effectivement, là encore, empiriquement, comme mouvement d'abolition réelle du capital. Et si on ne comprend pas ça, on fait du marxisme de façade. On croit encore une fois que Marx a écrit une énième théorie économique, qui vise simplement à abolir tout à coup le mode de production capitaliste pour remplir un cahier des charges qui serait celui du socialisme, puis à terme du communisme. Avoir cette lecture-là, c'est avoir une lecture anti-dialectique de Marx, c'est avoir une lecture qui se sépare complètement de Hegel, et c'est une lecture qui nous rend complètement inefficients et inefficaces dans les combats politiques que nous devons mener. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que petit à petit, finalement, la carte vitale va être remplacée chez nous, comme dans bien des pays anglo-saxons notamment, par la carte bancaire, d'accord ? Par la carte bleue, chez nous. C'est bien alors qu'il est de coutume, désormais, chez nous, et le problème, c'est que ce qui est bien connu parce qu'il est bien connu est mal connu, une énième fois, et c'est la raison pour laquelle nous devons faire de la science, d'accord ? C'est-à-dire révéler ce qui est devenu habituel chez nous et qui ne devrait pas tendre à l'être, sans quoi nous risquons l'oubli. Il est désormais habituel pour nous de tendre d'abord la carte vitale partout, d'accord ? On vous demande au moins toujours la carte vitale avant de vous demander votre carte bancaire, afin de procéder à un remboursement immédiat des soins. Raison pour laquelle j'ai eu maintes fois l'occasion, d'autres depuis aussi l'ont dit avec des formules parfois bien mieux, mais ça fait des années que je répète sans cesse que la carte vitale, c'est une carte du Parti communiste que nous avons tous. C'est un acquis du Parti communiste, raison pour laquelle j'ironisais lors d'une vidéo en 2016-2017 dans laquelle je disais, si vous refusez les acquis communistes de la France, en premier lieu, rendez votre carte de sécurité sociale, d'accord ? Cessez de vous en servir, soyez cohérents. Cette carte vitale, elle est la preuve d'un déjà-là communiste en France que nous devons conserver. Et nous disposons tous dans notre portefeuille, dans notre poche, d'une carte du Parti communiste, comme le disait donc par la suite aussi Daniel Beltrack notamment. Et là, ici, on voit bien que le danger qu'il y a, c'est que, encore une fois, cette mainmise, c'est toujours dans cette théorie de la grenouille, j'ai envie de dire, qui nous conduit finalement à petit, on va oublier ça, d'accord ? Nos enfants auront perdu l'habitude de cela. Et puis petit à petit, on aura l'impression que tout cela est impossible, que c'est utopiste, que ça n'a jamais existé. Et c'est là, encore une fois, tout l'enjeu des 10 cadres sociaux de la mémoire. Et tout l'enjeu de la lutte des classes aussi sur le volet de l'héritage et de la formation. Parce que l'oubli rend toujours service à l'idéologie dominante qui est celle de la classe dirigeante, d'accord ? Parce que plus l'oubli des luttes qui ont été menées s'installe, plus il est facile pour l'idéologie dominante de régner en maître. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, l'importance à la fois de conduire des luttes sur le travail, de conduire des luttes sociales, et en même temps de produire de la formation et de renouer avec l'héritage qui est le nôtre et qui nous revient de droit absolument. Bon, tout cela me permet aussi de revenir rapidement sur la Covid-19 et notamment sur la mésinterprétation qui a pu être faite lors du podcast précédent
dont l'extrait a été rendu public à propos de Nicolas Bedos, d'accord ? Certains ont dit oui, mais en attaquant Nicolas Bedos, Loïc, tu ne vois pas tout le spectre politique qu'il y a derrière avec la Covid et qui vise à limiter nos libertés, etc. Bon, ça je l'ai dit dès le départ, donc ce n'est pas nouveau et non, je ne l'oublie absolument pas. Mais ce n'était tout simplement pas mon propos. Bien au contraire, mon propos insistait sur le fait que Nicolas Bedos, comme tant d'autres, et consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, joue le jeu de l'ensemble de ces lois liberticides. Il a un rôle particulier dans cet échiquier politique. Nicolas Bedos incarne le libertaire, qui est l'avers et le revers de la phase libérale du macronisme. Et Bedos-Macron, ce sont les deux engrenages qui rendent possible le fascisme qui s'installe petit à petit. C'est ça que j'expliquais dans cette vidéo. J'expliquais que, simplement, Nicolas Bedos ne faisait pas ça au nom de la liberté, mais au nom de sa liberté de classe, qui était une liberté du bon plaisir qui niait le producteur. C'est ça qui était décisif. Et donc, j'essayais de montrer que, finalement, le libéral et le libertaire, Macron-Bedos, étaient complémentaires dans, justement, l'ensemble de ces lois liberticides qui allaient conduire à l'avènement du fascisme. Et au fait que les appels à la Bedos allaient conduire à réclamer justement la main forte d'une Le Pen, etc. Donc on est ici dans l'idiot utile, tout simplement. Or, en réalité, je ne manque pas de bien voir. Effectivement, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, mais encore faut-il en faire une bonne analyse. Le fait que la Covid-19 soit un prétexte de plus, effectivement, pour renforcer deux choses. Le néolibéralisme, le capitalisme, et donc de tenter un sauvetage du capitalisme une énième fois, et un sauvetage qui, si c'est nécessaire, passera effectivement par le fascisme et l'ensemble des lois liberticides auxquelles nous assistons effectivement déjà. Mais cela ne date pas d'hier, encore une fois, d'accord ? Cela fait, en 20 ans, nous avons perdu 100 000 lits d'hôpitaux, soit 20% de la capacité d'accueil dans les hôpitaux. Donc là, nous voyons bien qu'il y a une lutte à mort qui est en train de se conduire. La lutte des classes est une lutte à mort, d'accord ? Non pas parce que les tenants du capital seraient méchants, mais parce qu'il y a une nécessité à la reproduction du capital et que dès lors que le capital est en crise, il doit trouver de nouveau les moyens de se sauver et de se reproduire. Un mode de production ne peut se pérenniser que s'il produit en même temps les conditions de sa reproduction. Et ça, c'est très important et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'expliquer dans nos cours, notamment du Pack Chouette. Et c'est là d'ailleurs tout le rôle du néolibéralisme, auquel j'ai dédié un cours dans la deuxième année du Pack Chouette. C'est-à-dire que le gouvernement, nous le voyons partout dans le monde actuellement, une énième fois, le gouvernement vient sauver le capital à renfort de milliards qui sont le fruit de la production nationale de chacun des pays, d'accord, où on vient sauver, à la manière dont on avait sauvé les banques en 2008, là, on vient sauver ces grandes entreprises qui, pourtant, elles, s'enrichissent et leur tenant de plus en plus, puisqu'il nous faut bien constater une chose, encore une fois, c'est que, et de nombreux articles sont parus sur les Échos, la Tribune, etc., pour bien signaler d'ailleurs le fait que des gens comme Jeff Bezos ou Elon Musk, qui font partie des plus grosses fortunes mondiales, n'ont pas cessé de s'enrichir durant cette période de confinement et du Covid, et qu'au contraire, même la croissance de leur richesse a été exponentielle. Et donc, il faut bien avoir ça en tête. Donc, ce n'est pas anodin, la politique qui se joue effectivement autour ici du Covid-19. Et d'ailleurs, encore une fois, reprenons Marx, qui dans les Grundrisse, qui sont les brouillons, on a tendance à dire, mais ils ont plutôt une introduction, et même une introduction méthodologique au Capital, Marx nous disait ceci, je vais lire et commenter à la fois. Les contradictions capitalistes provoqueront des explosions, des cataclysmes et des crises au cours desquels les arrêts momentanés de travail et la destruction d'une grande partie des capitaux ramèneront, par la violence, le capitalisme à un niveau d'où il pourra reprendre son cours. Vous voyez, ici, on est exactement, Marx décrit déjà, Marx a fait toute une nécrologie du capital. Et ici, Marx décrit déjà ce que nous sommes en train de connaître, c'est-à-dire une crise extrêmement forte du capital, peut-être sans précédent, mais dont l'objectif pour ses tenants, c'est d'utiliser la violence sous ses différentes formes, violence par la destruction massive
du travail vivant, des emplois, une crise de la circulation des marchandises, d'accord, par l'arrêt aussi de la consommation un temps, etc., qui va permettre au capital, aussi par la notion d'une violence répressive par les appareils idéologiques d'État, qui va permettre alors au capital de pouvoir de nouveau se reproduire, c'est-à-dire un départ à zéro. Vous savez, c'est la raison pour laquelle des Attali et d'autres disaient il nous faudrait une bonne guerre, c'est-à-dire destruction en production comme on le retrouve chez Schumpeter, etc. Bon, cela permet au capital de perdurer en réalité. Et je poursuis encore ce que disait Marx. Les contradictions créent des explosions, des crises au cours desquelles tout travail s'arrête pour un temps, tandis qu'une partie importante du capital est détruite, ramenant le capital par la force à un point où, sans se suicider, il est à même d'employer de nouveau pleinement sa capacité productive. Cependant, ces catastrophes qui le régénèrent régulièrement se répètent à une échelle toujours plus vaste et elles finiront par provoquer son renversement violent. D'accord ? Eh bien, on assiste une énième fois à ces contradictions propres au mode de production capitaliste sur lesquelles nous devons agir, encore une fois, parce que si nous n'avons pas, rappelons qu'encore une fois, l'histoire n'est pas mécaniste et que le renversement du capitalisme n'est pas un renversement qui se produira de manière mécanique. Ça peut aller jusqu'à la destruction anthropologique totale, la destruction écologique totale, si nous ne décidons pas collectivement de faire en sorte qu'il y ait ce basculement-là. Et ce basculement, c'est l'avènement effectivement du communisme et la continuité du déjà-là communiste. C'est ça qui est décisif. Sans quoi, le capital, comme à son habitude, d'accord, va détruire massivement du travail vivant, va se mettre à l'arrêt de la production à cause des crises de surproduction, afin de retrouver un niveau où il pourra de nouveau recommencer à se reproduire. Et nous l'avons déjà vu au travers de différentes crises ces 2 derniers siècles, et notamment effectivement la crise de 29, dont on sait les conséquences politiques extrêmes, d'accord, et nous le connaissons aujourd'hui d'une manière encore plus intensifiée, d'accord. Marx le dit bien, se répète à une échelle toujours plus vaste, d'accord. Eh bien, c'est ce à quoi nous assistons tout simplement encore une fois. Donc, j'ai bien conscience du rôle objectif que joue ici la politique conduite par l'intermédiaire du Covid-19, ici utilisé comme un prétexte. Et ce rôle objectif, il est joué avec des acteurs qui sont eux aussi pris dans un rapport social capitaliste, dont les actions sont dictées par l'idéologie et par le maintien du pouvoir. Ces acteurs, ce sont ceux de la classe dirigeante à laquelle on n'oppose plus rien, si ce n'est de vaines révolutions citoyennes, d'accord ? Et donc, le Covid-19 ici est bien un prétexte, d'accord ? Un prétexte à une crise du capital qui ne cesse de s'intensifier et que nous devons non seulement comprendre, c'est l'action théorique que nous devons conduire, mais sur lequel nous devons agir. Et là, c'est l'action pratique que nous devons conduire, encore une fois. Mais dans le même temps, et c'est ce que je rappelais dans mon autre vidéo, dans le même temps, au quotidien, cette destruction par l'appui du néolibéralisme, qui est le fait que le gouvernement vienne soutenir le grand capital, ne doit pas nous empêcher pour autant de nous protéger et de protéger les autres du mieux que nous le pouvons, d'accord ? Foncer dans le mur sous le seul prétexte que ce mur existe n'est un non-sens. Si nous pouvons freiner ça effectivement par différents moyens, et que ces moyens soient des moyens sanitaires et d'hygiène, même s'ils sont effectivement par le gouvernement des mesures de façade, au quotidien, il n'y a aucun sens à ne les refuser pour protéger les autres, et notamment les plus fragiles, alors même qu'effectivement, nous avons connaissance du fait que les lits d'hôpitaux manquent. Après, effectivement, si nous voulons réellement transformer les choses et faire en sorte que cela cesse, cela doit passer effectivement par une double prise de pouvoir, une prise de pouvoir sur le travail, par des grèves massives, des grèves de la production ou de la production dirigée de manière autogestionnaire, des grèves perlées, et puis une prise de pouvoir politique, cette fois, qui permettra effectivement cette transformation. Merci beaucoup pour cette inestimable analyse. Les enjeux sont énormes, mais nous réussirons à surmonter les obstacles qui se dresseront devant nous. En poursuivant notre formation et l'éducation populaire, notre mission est de nous organiser en classe révolutionnaire pour renverser le capitalisme. À ce sujet, nous vous renvoyons à notre 2e année du Pacte Faucon qui donne aux militants les outils de compréhension, d'organisation et d'action de la Révolution. Passons maintenant au 2e sujet d'actualité. Pour écouter ce podcast en intégralité, retrouvez-le sur le site instituthometotal.fr/institut-marx-fm. Les liens sont en description.